bienvenue à Faites-moi lire au Champ Libre dans le cadre de Nos Futurs. Mon présent invité est Cyril Dion. Cyril Dion qui vient nous présenter ses deux derniers ouvrages, à savoir La route sans fin, recueil de poésie paru au Castor Astral, et Petit manuel de résistance contemporaine, un essai paru chez Actes Sud. Cette rencontre va ainsi croiser deux sortes de regards, deux regards actifs qui entretiennent d'étroits rapports, la poésie et l'écologie. De fait, dans sa prose lyrique comme dans ses essais ou sa chronique, La lutte enchantée sur France Inter, le propos de Cyril Dion est toujours habité par la nature, le temps qui passe, et par une forme de résistance consciente contre les absurdités destructrices de la société contemporaine. Cyril Dion invite à un éveil, à une relecture du réel, à un changement sociétal entre contemplation et engagement. Pourquoi ? Car, écrit-il, tout ceci n'est pas qu'une histoire de climat, de croissance ou de forêts dévastées, pas qu'une histoire de capitalisme, de libéralisme ou d'espèces en déroute. Non, tout ça est aussi une histoire d'amour. Bonjour Cyril Dion. Qui a seulement tourné. Pardon ? Non, je finissais le poème. Mais il s'agit de la remettre en place et de trouver le bon tour. Alors, Petit manuel de résistance contemporaine et un appel à la résistance. Vous écrivez « Nous sommes face à un danger d'une ampleur comparable à celui d'une guerre mondiale, sans doute même plus grave. » Vous n'avez pas de main morte. C'est pas moi qui n'ai pas de main morte, c'est la situation qui est un peu tragique. On est quand même parvenu à un stade où ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'on a dépassé 7 des 9 limites planétaires. En gros, il y a des scientifiques qui ont essayé de modéliser les limites que l'humanité ne devrait pas dépasser pour que cette planète reste habitable. Donc c'est à la fois maintenir un climat stable, c'est à la fois faire en sorte que les espèces ne disparaissent pas au-delà d'un certain stade, c'est à la fois la pollution de l'air, c'est à la fois la pollution des sols, c'est à la fois la déforestation, etc. La fonte du permafrost. Oui, c'est pas une limite en elle-même. La fonte du permafrost, elle met en danger la question du changement climatique. Je dirais que la libération du méthane, surtout. Ouais. Et on serait en train de dépasser la 7e de ces 9 limites. Donc, potentiellement, on pourrait se retrouver au siècle prochain avec une partie de l'humanité qui disparaîtrait. Donc, une d'extinction partielle, tout ou partie de l'humanité. C'est certainement partie. Mais la partie qui restera, en plus, vivra dans des conditions qui seront relativement peu agréables. Ce que vous dites, c'est, je vous cite, 92% de l'eau utilisée sur la planète l'est par l'agriculture et l'industrie, et pourtant on nous dit d'arrêter de prendre des bains. Vous vous attaquez finalement à la doxa, qui consiste à dire que le changement de petits gestes par chacun est susceptible d'enrayer ce phénomène. Mais vous dites que non, ce n'est pas vrai, que l'ampleur est beaucoup plus importante. Il serait venu à l'idée de personne, et j'en parle aussi en citant Derrick Jensen dans le livre, de se dire qu'on allait faire tomber le nazisme, je sais pas, en distribuant du courrier. Enfin, il y a un moment en fait où il faut se rendre compte de l'ampleur du problème et des endroits en fait qui sont les sources de cette difficulté. Et il se trouve que l'essentiel de nos comportements au quotidien sont orientés par les infrastructures de nos sociétés. Les gens ne choisissent pas tous les matins de prendre leur voiture pour dégazer des gaz à effet de serre qui vont réchauffer le climat. Ils sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils sont nés dans un monde où la façon de se déplacer, en gros, c'est des voitures avec des moteurs à explosion, dans l'immense majorité des cas, quand on n'habite pas dans un centre-ville. Et qu'ils vivent dans des zones où l'urbanisme a été pensé de telle façon que pour aller faire ses courses, parfois, on est obligé d'aller dans je ne sais quel hypermarché qui est le seul endroit où on peut encore acheter à manger, parce que les petits commerces sont fermés. Ça, c'est pas de la responsabilité des gens. Si vous habitez dans le centre-ville de Rennes et que votre immeuble est incroyablement mal isolé, l'essentiel de vos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au chauffage, en gros, les 3 postes les plus importants d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport, le chauffage ou la climatisation dans les pays chauds, et l'alimentation. Si vous vivez dans un logement qui est une passoire thermique, vous n'avez pas la possibilité de faire l'isolation, c'est pas votre logement, vous n'avez pas la possibilité de changer la source du chauffage, donc si c'est une chaudière à fioul, c'est pas vous qui allez décider de la changer. Et pourtant, on va vous dire, monsieur, chauffez à 19. Oui, mais enfin, je vis dans une passoire thermique.
Donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il faut s'attaquer aux endroits où on peut changer les aiguillages. Oui, parce que ce que vous dites finalement, avec les exemples que vous venez de nous donner, c'est que l'engagement individuel ne suffit pas, l'action politique est entravée par des lobbies trop puissants qu'on a du mal quand même à enrayer, et les marches pour le climat, quoique tout à fait louables, ne suffisent pas non plus à changer les consciences. Donc, comment on fait pour changer cet aiguillage que vous venez d'évoquer ? On construit des stratégies. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Dans tous les moments où il y a eu des bascules importantes, on pourrait parler de la fin de l'esclavage, on pourrait parler de la fin de la ségrégation, du droit de vote des femmes, de la fin de la monarchie pour aller vers un régime représentatif. Pour moi, il y a 3 éléments qui rentrent en conjonction les uns avec les autres. Le premier, c'est qu'il y a des récits nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est. C'est un point très important, ça, oui. Donc typiquement, quand Martin Luther King dit « j'ai fait un rêve, je rêve d'un monde où mes petits-enfants ne seraient plus jugés à la couleur de leur peau, mais à la teneur de leur caractère », il est capable de se projeter dans un monde qui n'existe pas encore. Et ces récits-là, on peut les trouver dans des discours politiques, comme c'est le cas là pour Martin Luther King, on peut les trouver dans des comportements ou dans des plans d'activistes, on peut les retrouver dans des œuvres de fiction, dans des romans, dans des films, mais on peut les retrouver aussi dans des actions. Typiquement, quand on a fait le film Demain avec Mélanie Laurent, on a essayé de filmer des gens qui proposaient d'autres récits de l'agriculture, d'autres récits de la production d'énergie, d'autres récits de la création monétaire, d'autres récits de l'éducation, de la démocratie. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les rapports de force. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des rapports de force? Parce que, comme vous l'évoquiez à l'instant, il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Très clairement, là, le problème, par exemple, face au changement climatique, ce n'est pas de savoir ce qu'il faudrait faire. On sait ce qu'il faut faire depuis très longtemps. On sait aussi, depuis une bonne 50aine d'années, que le réchauffement climatique existe et qu'il va avoir les conséquences qu'il a aujourd'hui. Donc si ça n'a pas changé, c'est parce que les 10% de l'élite économique qui ont tout intérêt à ce que les choses restent comme elles sont, et typiquement les compagnies pétrolières font partie des entreprises les plus riches de la planète, ont déboursé des milliards pour semer le doute sur la réalité du changement climatique, pour avoir une influence considérable sur les décisions politiques, et donc ont paralysé le changement. Donc ces rapports de force-là ont pour but de faire lâcher le pouvoir à ces personnes qui le tiennent. On a vu ça, justement, je vous parlais de la fin de la ségrégation, on a vu ça avec Martin Luther King, on a vu ça avec les Black Panthers, avec Malcolm X, on a vu ça avec les suffragettes sur le droit de vote des femmes, on a vu ça avec la Révolution française. Louis XVI n'a pas dit « mais oui, formidable, faisons une république, arrêtons d'avoir un roi ». Donc concrètement, c'est quoi? Pression populaire, action en justice, désobéissance civile, occupation? Ouais. Aller dans la rue, faire de la désobéissance civile, créer des rapports de force politiques, créer des rapports de force médiatiques, créer des rapports de force juridiques en allant dans les tribunaux. Tout ça, ce sont des rapports de force. Puis le dernier élément, qui pour moi agit comme une sorte de catalyseur des deux premiers, qui a un rôle de précipitation, comme en chimie, c'est les circonstances historiques. Typiquement, si on prend le droit de vote des femmes en Angleterre, il a fallu qu'il y ait des personnes qui soient capables d'imaginer un monde où les hommes et les femmes avaient les mêmes droits civiques. Il a fallu qu'il y ait des rapports de force des suffragettes, mais aussi de tous les mouvements qui ont engagé des manifestations, une bataille culturelle depuis des décennies. Et la Première Guerre mondiale qui a précipité tout ça. Parce que des millions d'hommes sont partis au front, que les femmes les ont remplacés à des secteurs clés de l'économie et de la politique, enfin de la société de façon générale. Et qu'au sortir de la guerre, quand le Royaume-Uni a décidé de faire une profonde réforme du suffrage universel, il était un peu plus compliqué de dire aux femmes que c'était des citoyennes de seconde zone, alors qu'elles avaient prouvé rigoureusement le contraire, et que le déséquilibre démographique était en leur faveur. Alors là, vous revenez un petit peu avant, en tout cas toujours dans le cadre de la résistance, mais sur la question du récit. Ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il faut formuler des récits nouveaux, en espérant qu'à un moment, les conditions du réel changent de telle manière que ces récits arrivent à rentrer dans le réel et donc aboutir à un changement si c'était de paradigme, en tout cas d'habitude. C'est pas qu'un changement d'habitude, c'est un changement c'est vraiment un changement de paradigme. C'est vraiment un changement de récit, de logiciel et donc de récit cadre. C'est-à-dire que quand on passe de la monarchie à un régime de démocratie ou en tout cas de suffrage universel,
on a changé de récit cadre. Il y avait un récit qui était la personne qui est au pouvoir, c'est un roi qui est roi de droit divin et qui transmet son pouvoir de façon héréditaire, à un autre récit qui est la personne qui est au pouvoir, c'est la personne qui a recueilli le plus de suffrages de la population. On a changé de récit. Pour changer ce récit cadre, en règle générale, il faut arriver à ce que les personnes qui tiennent ce récit, qui tiennent le pouvoir dans ce récit-là, le lâchent. C'est ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Un haut degré de tension. Et en règle générale, on arrive à une mobilisation suffisante de la population pour pouvoir engager ces rapports de force et faire lâcher le pouvoir à ceux qui le tiennent, quand les circonstances historiques le justifient, ou en tout cas l'accélèrent. Finalement, ce que vous nous dites est une illustration de la phrase bien connue de Lénine, c'est « quand toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est nécessaire et a lieu », c'est ça ? Oui, enfin là, en l'occurrence, si on se plonge dans le sujet qu'on évoque, je pense que plus le changement climatique va avoir des conséquences terribles sur des populations, plus elles vont se rebeller. Oui, c'est ça. Parce que, à un moment, elles ne pourront plus vivre sur des territoires, elles seront obligées de migrer, donc il faudra bien faire quelque chose. Et à ce moment-là, ça va aussi accélérer la transformation du récit, dans le sens où il va falloir que des gens inventent de nouvelles façons de vivre. Si on arrive à plus 4 degrés en France, on va bien être obligé d'organiser les villes différemment, de végétaliser les toitures, de végétaliser les rues, de débitumer à de nombreux endroits pour pouvoir supporter les précipitations considérables. Alors, là, vous m'ouvrez justement, si vous voulez, où se trouve jusqu'où vous allez, notamment, par exemple, je pense à la question du boycott, voire du sabotage, sachant qu'une partie du lobby notamment agroalimentaire, du lobby industriel, est tout à fait capable de greenwashiser en accompagnant l'installation de verdurisation de la ville avec des toits, avec des pelouses, des radis et des salades. Où se trouve votre désir? Votre désir, c'est quand même une rupture. Mais en fait, c'est pas mon désir. Non, non, mais le désir, non, mais j'entends bien. Mais c'est pas ça pour moi. Votre manière de ressentir le réel et le souhait que vous avez d'une forme de subversion du... Mais le souhait, en fait, c'est encore une fois que cette planète reste habitable, que les gens ne meurent pas parce qu'il fait des chaleurs absolument terribles, parce qu'il n'y a plus de pollinisateurs pour faire pousser des fruits et des légumes à des endroits et qu'il y a des émeutes de la faim. Donc, moi, ce qui me semble fondamental, c'est que la population reprenne la main, en fait, qu'on retrouve le sens de l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire prendre des décisions politiques dans l'intérêt du plus grand nombre, pas dans l'intérêt d'une petite minorité qui, aujourd'hui, concentre le pouvoir financier, le pouvoir politique, et qui, potentiellement, est en train de nous entraîner vers l'abîme. Donc, pour parvenir à ça, dans un monde idéal, il faudrait élire des gens qui sont dans une forme de probité telle qu'ils sont capables de casser ces monopoles, par exemple ce que Roosevelt a pu faire au moment du New Deal et de la crise de 29, puis justement la Deuxième Guerre mondiale. Dire, là, il y a des monopoles économiques qui sont trop puissants et qui mettent en danger la démocratie, il faut les casser. Et il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes institutionnels, par exemple de la démocratie délibérative, de la démocratie directe, qui permettent d'avoir des garde-fous qui empêchent ces 10% ou ce 1% en tout cas de l'élite économique de pouvoir tordre les principes de nos démocraties à leur avantage. Vous citiez Roosevelt, vous voyez en France un homme providentiel ? Mais je pense qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Je pense que c'est une erreur d'en chercher. Je pense qu'on a besoin d'élire une personne qui transforme les institutions pour que justement on n'ait plus besoin d'avoir quelqu'un de providentiel. Ok, qui est cette personne alors ? Qu'on peut élire pour mettre en place, par exemple, des monnaies locales, des coopératives, de la gouvernance participative, etc. C'est-à-dire tout ce que vous souhaitez. Comment, entre ici, maintenant, et ce petit avenir assez proche d'ailleurs, qui permet de chambouler le système, comment faire ?
Je ne sais pas qui c'est. L'histoire ne marche pas comme ça en règle générale. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est qu'il y a des circonstances qui s'agencent de telle façon qu'il y a des personnes qui émergent, qu'on n'avait pas vu venir, et qui, d'une certaine manière, rentrent en adéquation avec l'époque pour mettre en place un certain nombre de choses. Donc les conditions ne sont pas encore réunies. Elles sont en train elles sont en train de se mettre en place malgré tout. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez bien que le peu de démocratie qu'on a est en train de se désagréger à vitesse grand V. Si on considère que les États-Unis sont un peu notre dystopie et qu'ils ont une dizaine d'années d'avance sur nous, on peut se dire qu'en France, ça va mal tourner de la même façon. Parce que, là, encore une fois, toutes les conditions sont réunies. Donc, d'une certaine manière, ça devrait provoquer un sursaut. C'est-à-dire que la population devrait se dire, là, on est arrivé au paroxysme de concentrer tous les pouvoirs économiques, politiques, de communication, c'est-à-dire des milliardaires qui possèdent les médias, des milliardaires qui achètent les réseaux sociaux, qui sont capables de définir comment les algorithmes sont programmés, qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est ce que disait Yuval Harari dans Homo Deus déjà, on pourrait arriver à une forme de féodalité comme on n'en a jamais connu. Donc, si on est attaché à une forme de... L'exemple est Uber d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un des exemples. C'est une sorte de techno-féodalisme. Hein, mais si on est attaché à la démocratie, d'une certaine manière, en subissant les conséquences de ça, ça pourrait provoquer une forme de sursaut, de ce qu'on pourrait appeler de révolution, de révolte, en tout cas, de volonté de reprendre la main, et donc faire émerger des personnes qui pourraient faire sortir de l'oligarchie. Je regarde aux États-Unis, par exemple, Bernie Sanders qui est en train de faire son tour contre l'oligarchie. Bon, il est en train d'essayer de raviver les forces qui veulent justement reprendre une voie profondément démocratique dans nos pays. Donc dans un effet de balancier, on pourrait articuler les combats sociaux et écologiques pour aller vers cette transformation systémique. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'au contraire, ça ne peut pas mener non pas à un moment où il y a une précipitation de la subversion révolutionnaire et le changement du logiciel pour un nouveau logiciel que nous envions tous, mais à une désagrégation? C'est-à-dire c'est-à-dire, au lieu de provoquer cet avènement d'une réunion de différentes personnes, de différents mouvements... Ah si, bien sûr, oui. On pourrait, enfin, je veux dire, le pire n'est jamais certain, mais le meilleur non plus. Donc, si on regarde par exemple les scénarios du Club de Rome déjà dans les années 70, ils essayaient justement de modéliser quelle pourrait être la trajectoire des civilisations, enfin de notre civilisation occidentale, en mettant toutes les données bout à bout. Et dans leur scénario, à partir de la décennie 2030, il y a une espèce de brutal décrochage, d'effondrement démographique, d'effondrement économique. J'ai lu encore le rapport Meadows, oui. Mais même récemment, je lisais dans le Guardian en Angleterre une étude scientifique qui projetait un effondrement du PIB de l'ordre de 70%, je crois, dans la décennie 2070. Effectivement, enfin, il pourrait ne pas y avoir de sursaut, ou le sursaut pourrait arriver trop tard. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut se mobiliser pour essayer que les conditions du sursaut puissent advenir, et que si sursaut il y a, ce sursaut-là ne serve pas à mettre au pouvoir des gens qui sont encore une fois pathologiques. Parce que ça arrive aussi. Si on regarde par exemple le printemps arabe, ils sont débarrassés d'un certain nombre de dictateurs. De l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie. Et finalement, ce sont les mêmes qui sont revenus après, parce qu'il n'y avait pas de plan. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait ces trois éléments. Parce que si vous avez que le rapport de force, sans avoir le récit, eh ben, on est dans le cas du printemps arabe. Si vous avez que le récit, sans avoir le rapport de force, ben vous êtes dans le cas des militantes et des militants aujourd'hui qui font leur petite monnaie locale, font leurs petits écoquartiers, font leurs petites AMAP, leurs petits trucs dans leur coin, mais ça n'a pas de potentiel de transformation suffisant. Il faut réenchanter le combat, en fait. Il faut réenchanter la lutte. C'est-à-dire remythifier au sens du mutéine grec, je veux dire, en refaire un imaginaire accessible à tous. Oui, et en tout cas que la lutte
s'inscrivent dans une stratégie et dans un récit qui nous emmène quelque part recréer des trajectoires de sens et des horizons. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas que pour lutter, on lutte pour construire une société, construire un monde dans lequel on a envie d'habiter. Et un imaginaire. Oui, bien sûr. Enfin, ça passe par un imaginaire. Ça passe par un imaginaire. On continue avec La Route sans fin, qui est votre recueil de poésie, mais qui finalement n'est qu'une traduction poétique de votre essai politique. Les deux sont finalement les deux faces d'une même pièce. Du reste, je vais... Pardon ? Je dis je sais pas, mais pourquoi pas, peut-être. Pourquoi pas ? En tout cas, disons que moi je l'ai lu comme ça. Un livre qui mérite une lecture lente, plutôt presque méditative, tant il résonne avec notre époque. Et justement, je vous cite, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez subvertir, et l'ordre meurtri que l'on nous érigea en règle, le silence agacé de nos pères, lorsque nous connûmes la tendre loi de la félicité. C'est quoi alors la tendre loi de la félicité ? Quel goût elle aurait ? Pour moi, la félicité, c'est... je lisais il n'y a pas longtemps le dernier livre de David Graeber, qui s'appelle « Au commencement était », au lien qui libère. Et il raconte un épisode assez méconnu où Benjamin Franklin, donc un des premiers présidents des États-Unis, était extrêmement surpris du fait que pendant la conquête des néo-américains qui ont décimé les autochtones en Amérique du Nord, si un occidental, un blanc, était capturé par les autochtones, il ne voulait plus jamais revenir dans le monde du progrès, dans la civilisation. A contrario, si un autochtone se faisait capturer par des blancs, dès qu'il en avait l'occasion, il se tirait et il retournait vivre avec les siens. Et il en était tellement étonné qu'ils ont cherché à recueillir des témoignages. Et dans le livre de Graeber, il y a des dizaines de témoignages. Et ceux qui faisaient partie, donc qui étaient des blancs qui ne voulaient pas revenir dans leur civilisation, disaient... notamment, il y a un exemple d'une femme espagnole qui a été capturée quand elle avait 11 ans. Et puis, elle a passé donc 20 ans dans la tribu qui l'avait capturée. Elle a fini par avoir une position assez éminente dans cette, je vais trouver mes mots, dans cette tribu. Et à un moment, elle a voulu connaître ses parents biologiques. Et donc, elle était d'origine espagnole, donc elle est retournée en Europe. Et elle a dit, mais cette société est absolument terrible. Je n'ai rencontré que la peur, la désolation, le travail forcé, la misère. Et il disait, dans nos tribus, là, on ne passait pas tout notre temps à s'échiner, à travailler pour gagner de l'argent, pour acquérir des biens matériels, pour faire tourner la société. C'est ce que Henri Miller appelait le cauchemar climatisé. C'est ce contre quoi la Beat Generation s'est élevée dans les années 50. En disant... On pense aussi à Little Big Man, qui est un très joli texte aussi. Exactement. Oui. Donc la félicité, c'est pouvoir faire l'expérience de ce que c'est qu'être en vie de la façon la plus pleine possible. D'une certaine manière, on pourrait se poser la question à l'envers. Quand vous allez vous retrouver sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous regretterez ? Quand vous regarderez votre existence, est-ce que vous regretterez de ne pas avoir été suffisamment travaillé, de ne pas avoir suffisamment contribué à la croissance économique? Ou est-ce que vous regretterez de ne pas avoir suffisamment passé de temps avec les gens que vous aimez, de ne pas avoir suffisamment passé de temps à faire l'amour, à lire des poèmes, à regarder des couchers de soleil, à vous baigner dans l'océan? C'est ça la félicité. Vous voulez dire revenir au monde, aux millions de mains, de peaux, de lèvres, aux pulsations familières? Je veux dire quelque chose comme ça, oui. Encore une ou deux phrases comme ça. Nous connûmes les instants d'amicale cruauté, ceux du labeur qui n'avaient pas de tête. Nous connûmes l'imperceptible bonheur comme l'huile sur l'eau. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui en êtes l'auteur? Je me dis qu'en vous entendant comme ça, moi qui ai souvent des doutes et qui me dit c'est vraiment terrible ce que j'écris, je me dis bah non, finalement c'est pas si mal en fait. Non, c'est pas mal du tout. Non, mais ce qui est très frappant, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est que pour faire de la... Enfin, et j'ai souvent cette conversation-là avec des artistes plus jeunes que moi, parce que je commence à être un peu moins jeune,
et où j'essaie de leur dire, et surtout des jeunes artistes qui ont envie de s'engager. Parce que très souvent, on me dit « Ah, vous faites de la poésie pour passer votre message d'une autre façon, etc. » Et je dis « Mais si ça se fait malgré moi, et heureusement, parce que vouloir écrire un poème avec l'intention de dire quelque chose, de faire passer un message politique, en général, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas, sauf dans le réalisme soviétique. Mais... Oui, c'est ça. C'est ce que disait Dylan, par exemple, quand il parlait de... Il était interviewé par je ne sais plus qui, et il disait je ne sais pas qui a écrit ces chansons, j'en sais rien. Il disait que quand il avait écrit Like a Rolling Stone, c'est comme si un fantôme était venu lui apporter ce texte-là, qu'il avait écrit comme dans une espèce de transe, et qui comprenait rien à ce qu'il écrivait en fait. Mais qu'il écrivait, quoi, quand vous lisez Mr. Tambourine Man, et qu'à un moment c'était parti. Et il y a un moment dans Chronique, son autobiographie, il raconte qu'il y a Bono, le chanteur de U2, qui vient le voir avec un pack de bière et qui lui dit « Tu vois, en fait, ce que tu devrais faire, c'est réécrire des chansons comme ça, quoi, comme Mr. Tambourine Man ou comme Masters of War. » Et que lui, il pense dans sa tête « Mais pauvre idiot, est-ce que tu crois vraiment que si j'étais encore capable d'écrire ces chansons, je ne le ferais pas? C'est juste que je ne peux plus le faire, je ne sais plus le faire. Ça ne vient plus, en fait. Ça ne me visite plus. » Et d'une certaine manière, quand on écrit de la poésie, quand on essaye de faire une œuvre d'art, il faut tout le travail, la plus grosse difficulté, c'est d'essayer de faire en sorte que ça nous échappe. Qu'il y ait quelque chose qui puisse vous traverser, qui vous échappe. Et en fait, quand je vous entends là, c'est ça qui me vient, c'est que je me dis, ah ouais, en fait, quand j'ai écrit ça, j'avais, plus ça c'est des poèmes vraiment de jeunesse, j'avais pas du tout conscience que j'étais en train de dire tout ce que vous y avez vu, et tout ce dont on vient de parler après, qui en fait, que j'ai rationalisé 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début que je vais faire le lien entre les deux. Et c'est fascinant. Et ça arrive très souvent, en fait, que les personnes qui vous lisent, ou les personnes qui vous regardent d'ailleurs pour les films, vous expliquent d'une certaine manière ce que vous avez fait, dont vous n'aviez pas conscience à ce moment-là. Un écho différent. Et c'est toujours fascinant de se dire, ah oui, en fait, j'ai fait ça. Alors, quelque chose de délicieux, et peut-être qui va poser la question de l'origine des éclairs dans la nuit de votre esprit. Un passage que j'aime beaucoup. « Ô Dieu, ne savez-vous pas que nous portons des âmes pleines d'incendie et des cœurs apprivoisés sous nos peaux rugueuses ?» Vous posez un point d'interrogation dans cette phrase en vous adressant Almighty God. À qui vous adressez réellement quand vous dites « ô Dieu » ? C'est presque au Deus ex machina, moi qui écris aussi des scénarios, c'est un peu ça, c'est-à-dire quand on écrit des scénarios, on a l'impression d'être justement le Deus qui a tout pouvoir sur ses personnages, qui a le pouvoir de leur faire prendre une direction ou une autre, agir de façon ou d'une autre. Le démiurge. Oui, exactement. Et parfois, on a ce sentiment-là, enfin en tout cas moi j'ai ce sentiment-là dans l'existence d'être comme le jouet de forces qui me dépassent. Et ces forces qui me dépassent, parfois c'est le capitalisme, parfois c'est le courant de l'histoire, la politique, mais peut-être que c'est aussi je sais pas, des forces qui meuvent l'univers et que je ne connais pas et dont je ne connais pas la source. Et parfois il y a cette espèce de sentiment d'impuissance où on a envie de on n'a plus de force, on a envie de se rendre et de dire mais bon sang, mais vous pouvez pas nous laisser tranquille 2 secondes, quoi. Et c'est un peu ce cri-là que j'entends dans le passage que vous lisiez. Cyril Dion vous invite à la fois à la quiétude et à la fois à vous révolter. Et les deux peuvent aller de pair. C'est l'exemple que nous donne Cyril Dion, qui est l'invité de Faites-moi lire et de Nos Futurs, du festival Nos Futurs au Champ Libre. Merci Cyril Dion. Merci beaucoup à vous.